Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk dans laquelle nous allons parler des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiennent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous allons en parler en compagnie de Idriss Linge. Il fut rédacteur en chef du groupe Ecofin. Mais quelle position occupe-t-il aujourd'hui, Idriss? Disons qu'on a réorganisé, on a pensé qu'il fallait qu'il y ait plus de jeunesse dans notre équipe. Nous avons un nouveau rédacteur en chef très compétent, Nino Kamsoum, qui tient les équipes d'une manière extraordinaire. Et j'ai même envie de dire beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de superviser un peu l'ensemble des contenus éditoriaux du groupe Mediamania, qui gère plusieurs sites internet d'information économique en Afrique, notamment Togo First au Togo, Investi au Cameroun, Bankable Africa, Bankable.Africa en République démocratique du Congo. Nous avons aussi un magasin essentiellement focalisé sur le numérique qu'on appelle WeArtech, et un site d'information économique sur le Gabon qu'on appelle le Nouveau Gabon. Donc, je pourrais dire que vous êtes directeur des rédactions du groupe Ecofin aujourd'hui. Je crois que c'est assez juste de dire les choses comme ça. D'accord. Alors, donc, Idriss, vous dirigez plusieurs publications concentrées sur l'économie et notamment l'économie africaine. C'est pas pour rien que je vous reçois par rapport à ces assemblées annuelles. C'est une assemblée annuelle qui est quand même assez particulière parce que elle vient au terme des 10 ans de présidence du président sortant, le Nigérien Adesina. Quel bilan vous dressez de sa présidence de la Banque africaine de développement? Bon, il est très compliqué de dresser un bilan d'une présidence qui a vu se mettre en place l'équivalent de près de 2800 projets. Et puis les bilans aussi peuvent dépendre de la perspective qu'on veut mettre en avant. Si on veut mettre en avant le nombre de projets qui ont été réalisés, on pourrait dire que effectivement, parce que sous le leadership d'Akinwumi Adesina, la BAD a mobilisé plus de ressources. Elle a aussi été capable d'investir dans plus de projets. Mais par contre, si on commence à faire une évaluation sur l'impact des projets, aussi bien en termes d'impact économique au niveau macro que d'impact microéconomique sur les populations, on a écouté le docteur Adesina parler des retours qu'il a eu de ses visites en Zambie, au Sénégal, où des enfants ont pu lui dire que voilà, au Lesotho par exemple, où des enfants ont pu lui dire nous sommes contents de l'école dans laquelle nous sommes. Donc c'est sûr que la BAD a construit énormément de choses. D'ailleurs, même ici à Abidjan, on a vu, ils ont contribué pour beaucoup, près de 80% ou un peu plus, au programme des transports urbains d'Abidjan. Aujourd'hui à Abidjan, d'une certaine manière, on entend les populations par exemple de Yopougon, qui est un quartier extrêmement populaire, peut-être pas extrêmement, mais un quartier où on trouve 1,5 million de personnes qui doivent tous venir au plateau ou à Cocody, dire que désormais on peut le faire en 15-20 minutes, alors qu'avant il aurait fallu qu'on prenne 2 heures pour le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle les outputs. Mais maintenant, les outcomes, les impacts derrière cela, je pense qu'il y a une nécessité de mener, sans aucune volonté de nuire à qui que ce soit, un vrai audit des outcomes, des impacts, mais surtout des leçons apprises. Rien que sur le projet PTUA, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis par exemple rendu compte que le développement n'est pas toujours ce qu'on croit. Parfois, on a l'impression que le développement, c'est construire des belles maisons, c'est construire des belles routes. Et parfois, les belles routes traversent des gros îlots de pauvreté. Donc voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Mais c'est un bilan intéressant. C'est surtout intéressant parce qu'il y a eu des réalisations, près de 2800 réalisations. Mais il y a aussi derrière ces réalisations des impacts qu'il faut analyser et des leçons apprises qu'il faut capitaliser. L'une des choses que dit le président Adesina concernant son bilan, c'est qu'il a quand même réussi une capitalisation record de la Banque africaine de développement et qu'il a conservé le triple A de la banque. Alors oui, il a conservé le triple A de la banque, ça c'est factuel. Mais maintenant, pour ce qui est de la capitalisation record, il a en fait réussi à convaincre les actionnaires de la Banque africaine du groupe, de la Banque africaine de développement, qu'on devrait porter le capital possible, le capital possible de la BAD de 93 milliards, il était en 2015, à 318 milliards de dollars. C'est une bonne chose, parce qu'une banque peut davantage faire du levier si elle a des fonds propres suffisamment importants. Si on est sur un levier de
de 1 pour 10, ce qui voudrait dire que 1 pour 10 dans le cadre de 98 milliards de dollars, c'est beaucoup moins que 1 pour 10 dans le cadre de 318 milliards de dollars. Donc, je pense qu'en soi, effectivement, c'est quelque chose de très bien. Mais seulement, la première chose, c'est qu'il faudra déjà qu'on soit capable de mobiliser tout ce capital. Parce que jusque-là, la BAD n'est jamais parvenue, il me semble, à mobiliser effectivement en cash, c'est-à-dire les contributions réelles. Elle n'est jamais parvenue à mettre, je crois, l'équivalent de 20% en cash. Je pense qu'il y a toujours des cotisations qui sont toujours attendues. On va lire le rapport 2024 qui sera publié bientôt et on en saura davantage. Mais la BAD n'est jamais vraiment parvenue à mobiliser les ressources de tous les actionnaires. Ça, c'est la première chose. Une autre chose aussi, c'est que une partie de ces fonds propres, il me semble, a été donnée par certains pays qui sont participants sous la forme de dettes transformables en actions par la suite. Et c'est des choses qu'il faut discuter. Donc, le vrai challenge maintenant, ce sera effectivement de transformer ces 318 milliards de dollars de capital possible en 318 milliards de dollars de capital effectif. Et là, c'est un gros challenge. Sachant que les Américains sont en train de réfléchir à poursuivre ou pas le financement. Déjà, parce que le gros des investisseurs, c'est les actionnaires en termes de pourcentage de part, c'est pas forcément les pays africains, à l'exception du Nigeria. Nous avons les États-Unis en effet, nous avons le Japon, nous avons un certain nombre de pays qui sont actionnaires de la BAD. Non régionaux surtout, et qui ont leurs intérêts géostratégiques, qui sont en train de redéfinir leur position, aussi bien par rapport à l'aide internationale, la coopération internationale, que d'autres aspects. Mais surtout, parce que lorsqu'on totalise l'ensemble des réserves de change de l'Afrique, c'est-à-dire des avoirs que les gouvernements africains ont en devises étrangères, on est autour de 1300 milliards de dollars, ok? Et ce qui veut dire que même si les pays africains voulaient contribuer au capital de la BAD, cela leur demanderait d'immobiliser presque la totalité de leurs avoirs en devises. L'autre pendant, et c'est peut-être ce qu'Adesina a souvent essayé de faire, ce serait de faire en sorte que ce capital soit disponible en monnaie locale. Dans ce cas, les banques centrales devraient pouvoir libérer la création monétaire qui permettrait qu'on ait des ressources en monnaie locale. Et d'ailleurs, ça faciliterait le financement des économies par la BAD. La BAD fait très bien cela avec l'Afrique du Sud parce qu'elle lève beaucoup d'argent en rente sud-africain. Mais est-ce que cela est faisable pour l'ensemble des économies de l'Afrique? Notamment en France, en Afrique francophone, CFA. Et qui est très complexe parce que le franc CFA, qui est une monnaie que personnellement j'adore, hein, c'est une monnaie très stable, c'est une monnaie qui a contenu l'inflation au maximum, contrairement au Nigeria où on est à 27% d'inflation, ou au Ghana où on a atteint les 40% en 2023. Oui, en effet, le franc CFA est une monnaie très stable, mais cette stabilité a une contrepartie, c'est que il y a une faible possibilité d'expansion monétaire. Parce que si la monnaie s'expand en plus grande quantité, il va y avoir une contrebalance sur les réserves d'échange et créer un déséquilibre tel qu'on l'a vu en zone CEMAC où les institutions... En Afrique centrale. Voilà, en zone CEMAC, en Afrique centrale, où on a pensé que une trop grande circulation monétaire liée aux emprunts importants des États entraînait un mismatch avec la quantité des réserves d'échange et un risque de déséquilibre sur le taux de couverture de la monnaie. Oui. Donc voilà, il y a tous ces enjeux à gérer et il faudra par contre mobiliser 318 milliards de dollars. Et les économies africaines continuent d'être dépendantes d'un ou deux produits, continuent, de ne pas avoir une usine qui transforme, de ne pas exporter des produits finis, d'être dépendant des produits importés sur un certain nombre de chaînes de valeur de consommation, comme par exemple le riz, comme par exemple le maïs, ou encore tous les autres produits médicaux. On a encore de vrais défis. Et pourtant, il faut mobiliser 318 milliards de dollars. Et ce ne sera pas facile. La Banque africaine de développement a été créée en 1964. Sauf erreur de ma part, le Nigeria aujourd'hui est le principal pays africain qui alimente les fonds de la Banque africaine de développement. C'est le principal actionnaire régional. Ça nous amène à parler des actionnaires non régionaux qui participent. Quel est le mécanisme qui permet que l'on fasse cohabiter dans la gouvernance de la banque des actionnaires, des gouverneurs régionaux et des gouverneurs non régionaux? Alors, c'est une très bonne question. Je t'avoue que le mécanisme en lui-même, je pense que je vais encore faire des recherches dessus, c'est assez intéressant. Mais en effet, je pense que la Banque africaine de développement
où le groupe de la Banque africaine de développement, avant toute chose, est une institution financière. Et multilatérale. Multilatérale. C'est une institution financière, à la base. Multilatérale, ou unilatérale, ou même nationale. C'est d'abord une institution financière. Et rien n'empêche une institution financière d'avoir des actionnaires qui sont des actionnaires originaires de l'endroit où l'institution a été créée ou en dehors. D'ailleurs, avoir des actionnaires qui ne sont pas forcément de l'endroit où la région a été créée accroît le capital de confiance. Et oui, je trouve effectivement, vous avez raison, tu as raison complètement, que ça fait plus de 60 ans, 70 ans qu'on a été créé. Pourquoi on a toujours besoin qu'il y ait des actionnaires non régionaux à hauteur de 40%? 40%, c'est énorme. C'est-à-dire, ils ont la majorité, si on est dans le cadre de l'OADA, ils ont la minorité de blocage. Ils peuvent décider que les choses ne passent pas et ça passera pas. Parce qu'ils ont 40%. Ça reste très important. Alors, mais c'est le même principe, hein. On a créé une banque africaine de développement. La question au départ, c'était comment... Qui n'est africaine qu'à moitié, en réalité. À 60%. La question, c'était comment est-ce que cette banque va mobiliser des ressources pour jouer son rôle. Et il faut quand même rappeler qu'en ce moment, les pays africains ont toujours eu une urgence économique. Ça, il faut le rappeler. On a toujours eu une urgence en matière de santé, une urgence en matière de route, une urgence en matière d'alimentation, une urgence en matière d'habitat. Nous sommes constamment dans l'urgence. Et nous n'avons pas pu développer des économies qui dégagent suffisamment de valeur ajoutée. Même quand on dit que oui, les 10 économies les plus performantes avec les taux de PIB, de croissance du PIB seront en Afrique, la question c'est si je réalise 10% de croissance du PIB et qu'en valeur absolue ça représente $100 et que toi tu réalises 1% de croissance du PIB et qu'en valeur absolue ça représente $1000, tu restes beaucoup plus riche que moi. Donc il y a ce défi-là. Je pense que c'était très compliqué pour les pays africains et je crois aussi que finalement, comme c'était compliqué, les pays africains n'ont pas réfléchi sur le mécanisme de vraiment prioriser l'autonomisation, la souveraineté régionale en matière de ressources pour financer cet instrument de développement. Mais techniquement, c'est pas plus mauvais que les autres viennent contribuer, surtout que c'est des ressources qui sont rémunérées, c'est pas de l'aide, c'est des ressources rémunérées. Ils y reçoivent un retour sur investissement en tant qu'actionnaire et par principe, il n'y a pas de problème à ça. D'accord. Par ailleurs, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'une banque comme la Banque africaine de développement arrive à financer le développement? Parce qu'on parle beaucoup de la réforme des institutions financières internationales. Et on pense au Fonds monétaire international, on pense à la Banque mondiale, mais on ne pense pas beaucoup à la Banque africaine de développement qui a besoin, elle aussi, d'être structurée. C'est d'ailleurs ce que disent certains des candidats à la présidence de la BAD. Bon, disons que... bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Fonds monétaire international... alors, il finance pas le développement, aujourd'hui un peu plus, mais il finance pas le développement au même titre que la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement et la Banque mondiale mobilisent vraiment des ressources et mettent cela au service de l'investissement sur des infrastructures du développement. Le FMI apporte un soutien aux pays en devise pour leur permettre de faire face à leurs difficultés temporaires de balance de paiement. Parce qu'il faut comprendre une chose. À l'époque, lorsqu'il y avait un pays qui devait de l'argent à un autre, le pays qui était le créancier pouvait prendre des soldats et venir envahir son voisin pour récupérer une partie des terres qu'il considère comme équivalent à l'argent qu'on lui doit. D'ailleurs, ça rythmait les guerres dans le monde occidental jusqu'à ce qu'on atteigne la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand on a fini la Deuxième Guerre mondiale avec des millions de morts, on a dit plus jamais ça. Alors, on a créé une entité dont le rôle serait de s'assurer que l'équilibre financier entre les pays existerait. Ça veut dire que s'il y a un pays, si toi, pays, je dis n'importe quoi, tu es du Togo ou du Sénégal, tu dois de l'argent au Cameroun, je viens pas avec mes soldats pour t'attaquer, non. Ce qu'on va faire, c'est que le FMI va se mettre entre toi et moi, il va te donner ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux qui te permettent d'avoir une quantité de ressources qui peuvent être traduites en devises, et toi, tu vas me payer. Hein, ok. Et toi maintenant, tu vas rembourser le FMI. Voilà. Donc c'est un peu cela. Mais de plus en plus, le FMI soutient des programmes économiques. Bon, on peut discuter des catastrophes qu'il y a eu autour de l'action du FMI, ça on peut revenir dessus, mais ça c'est autre chose. Maintenant, les banques de développement, elles mobilisent vraiment des ressources pour intervenir dans des domaines où personne d'autre ne peut intervenir. Parce que la vérité, c'est que nos États sont contraints.
Lorsque vous calculez le budget de la France par habitant, on est autour de 40 000 euros. Et si vous calculez le budget par habitant d'un pays comme le Cameroun, on est autour maximum de 1 800 euros. Donc, autant les Français que les Camerounais ont besoin de TGV, ont besoin de meilleures habitations, d'électricité, on compte beaucoup d'électricité au Cameroun, ils ont besoin de l'eau potable, ils ont besoin d'hôpitaux. Mais autant les Français ont plus de ressources pour accéder à ces biens-là que les Camerounais. Et donc, comment faire donc pour mobiliser davantage de ressources lorsque on n'est pas favorable, on n'a pas une image favorable aux jeux des investisseurs internationaux? Les banques de développement jouent ce rôle. Et c'est pour ça que la BAD est là pour jouer ce rôle. Est-ce qu'il faut la restructurer? Oui. Il faut la restructurer pas parce qu'elle fonctionne mal, mais parce qu'elle fonctionne dans un environnement qui change. Elle fonctionne dans un environnement qui lui impose des contraintes. Par exemple, aujourd'hui, certains partenaires non régionaux sont en train de rechanger leurs priorités. Est-ce qu'il faudrait transformer la banque? Oui. Parce que ces partenaires régionaux, ceux qui ont compté, peut-être deviennent un risque. Peut-être vont vouloir nous manipuler. Peut-être vont vouloir marchander la quantité d'argent qu'ils nous apportent. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, les notions de transformation sont importantes à des degrés divers. Et qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Je veux bien plus comprendre à quoi sert la Banque africaine de développement et à quoi sert le FMI et la Banque mondiale. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la Banque africaine a une place irremplaçable sur l'échiquier du développement des pays africains? Je pense déjà, c'est parce qu'elle est africaine. C'est déjà irremplaçable. Il n'y a pas de Banque mondiale de l'Afrique. Donc, elle est africaine. Non, on pourrait dire que la Banque africaine de l'Ouest, c'est la Banque mondiale de l'Afrique. C'est la Banque mondiale de l'Afrique. Voilà. mais bon, je crois aussi que pour avoir couvert les modèles de financement des deux institutions, je pense que la BAD s'est imposée à un moment où les pays africains avaient besoin d'une institution multilatérale de financement du développement qui tient compte des spécificités de la région. C'était pas toujours très évident avec la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale agrège un certain nombre de ressources, mais avec des logiques d'intervention qui parfois pouvaient être inadaptées pour toutes les régions. Je veux dire, la solution qui a marché en France, lorsqu'il a fallu faire la reconstruction d'après-guerre, n'est pas forcément la même qui peut marcher en Afrique. Et la solution qui peut marcher au Maghreb n'est pas forcément la même qui peut marcher en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Donc, il fallait donc une institution qui est capable de tenir compte de toutes ces divergences, tout en prenant compte des spécificités africaines. Et pour ça, il fallait qu'on ait une institution où les cadres africains dominent, apportent leur connaissance de la réalité locale et sont capables de faire en sorte que l'institution multilatérale soit plus efficace, tienne compte des réalités qui ne peuvent pas toujours être perçues par la Banque mondiale. À ces assemblées générales de 2025, l'un des enjeux, c'est arriver à départager les 5 candidats qui se présentent pour assurer la succession du président sortant. Quel est le mécanisme d'élection? Parce qu'il semble assez particulier quand même le processus d'élection du président de la Banque africaine de développement. C'est très intéressant, très peu de gens en parlent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays votent en fonction de la valeur de leur actionnariat le mois précédent, c'est-à-dire le mois d'avril. Ok, un mois avant, donc le mois d'avril. Et aussi, on tient compte donc du coup de la valeur de l'actionnariat des pays membres régionaux, dont l'actionnariat représente aujourd'hui à peu près 60%, et des pays membres non régionaux, dont la valeur de l'actionnariat, comme on l'a dit, représente 40%. Et là, il faudrait, de ce que j'ai appris, que chaque candidat ait au moins 50,5% des parts, d'une part des actionnaires régionaux et d'autre part des actionnaires non régionaux. Ce qui veut dire qu'il faudrait que celui qui est élu puisse agréger au dernier vote l'équivalent de 30,5% des parts des actionnaires régionaux et autour de 20,2% des actionnaires non régionaux. Ce qui fait que jusqu'à présent, il a été très rare de gagner dès le premier tour. C'est très très difficile de gagner dès le premier tour, en effet. Et puis, ça dépend aussi du nombre des candidats. Je pense que lorsqu'Adesina était voté en 2015,
Je pense qu'il y avait 8 candidats, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, on est à 5 candidats. On a un peu rationalisé tout cela. Et puis voilà, donc je pense aussi après maintenant que il y a aussi beaucoup de lobbying, beaucoup de discussions. Et justement, il y a tous les défis que présente aujourd'hui l'Afrique. Une Afrique qui n'est unie que par la vision mondiale, mais qui doit encore vraiment s'unifier au niveau local. Les anglophones continuent d'être une exception à part. Les francophones sont perçus avec prudence. Les lusophones, n'en parlons pas, on ne parle même jamais d'eux. Et le monde arabe n'est pas toujours forcément, du point de vue politique en tout cas, il n'est pas toujours harmonieux. Donc c'est une élection, c'est ça qui rend l'élection un tout petit peu complexe et avec des membres. Et puis après, il y a des membres très influents. Tu l'as dit, le Nigeria, il est le premier actionnaire avec 9,6%. Mais sur les 15 premiers actionnaires, je pense qu'il y a un seul pays francophone. Enfin, il y a 2 pays francophones. C'est la France, non régionale, et la Côte d'Ivoire, qui détient une participation assez modeste. Tout le reste, c'est des anglophones, je crois un peu l'Égypte, ou alors je pense aussi le Maroc, voilà, et qui n'ont pas toujours une position qui est alignée. Et apparemment, les actionnaires francophones pèsent moins de 20% de... Ce qui est normal, c'est qui est normal. En termes de contribution, les pays actionnaires francophones font partie d'une grande quantité d'actionnaires, pratiquement une soixantaine, qui ne contribuent qu'à hauteur de 40%. C'est important, hein, je veux dire. Les pays francophones, ils ont très peu. Mais c'est pour ça. Parce que si on revient encore sur les pays francophones, qui sont les pays francophones en dehors du Maroc? C'est la RDC, pays à très peu de réserves de change. Ce n'est que récemment que la RDC a pu améliorer ses réserves de change à pratiquement 3 ou 4 mois d'importation. Jusque-là, ils étaient toujours à 3 semaines. Impossible. C'est les pays de la CEMAC. Ils sont contraints par la pression du CFA. C'est les pays de l'UEMOA. Ils sont contraints par la pression du CFA. C'est la Mauritanie qui, elle aussi, je pense, a des réserves de change assez limitées. Donc, les Comores également. Et bon, les Comores, ils sont trop pauvres. Donc, c'est compliqué. Les Comores, ils sont sympas, mais c'est compliqué. Ils peuvent pas. Donc, voilà. Donc, du coup, quand on a cette configuration, et qu'on doit être en face des pays comme le Nigeria, 3e PIB africain, l'Égypte, qui est arabophone, mais beaucoup aussi anglophone, en fait beaucoup plus proche des anglophones que des francophones, 2e PIB d'Afrique, l'Afrique du Sud, 1er PIB d'Afrique, et d'autres économies comme le Kenya, la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda, qui ont des PIB importants. Le Ghana, qui bien qu'il a des problèmes, a un PIB important, ben on peut comprendre que ces pays-là fassent la pluie et le beau temps. Un pays qui pouvait jouer un rôle essentiel, c'est le Cameroun, qui est anglophone, francophone, mais malheureusement, le Cameroun reste aussi, du point de vue économique, un très petit pays par rapport à tous ces géants qui doivent décider de qui sera le président de la base. Maintenant, on a 5 candidats en lice. Je ne sais pas si tu pourras te mouiller par rapport à cela, mais il y a 5 candidats. Certains disent que c'est la période de la SADC, de l'Europe, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud, et que le président sortira forcément de cette zone-là. Est-ce que c'est le même pronostic pour toi? Alors, c'est très... Déjà, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus que 4 candidats parce que les conclaves de gouverneurs se mettent en place et il faut dire que chaque jour... À partir d'aujourd'hui, lundi, voilà, la cérémonie d'ouverture. Voilà, il faut dire que chaque jour, le candidat qui a moins de poids, il est éliminé jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier jour du conclave. OK? Alors, comme je l'ai dit, et d'ailleurs tu as très bien remarqué, les pays francophones ont 2 candidats. Le Mauritanien et le Sénégalais. On a 3 candidats. Oui. On a le plus gros contingent de candidats. Le Mauritanien, qui est plus arabe. Le Mauritanien, il est plus arabe. Oui. Maghrébin. Pardon? Maghrébin. Ressortissant d'un pays du Maghreb. Maghreb. On a le Sénégalais et le ressortissant de la CEMAC, le Tchadien, ancien gouverneur de la Banque centrale. Malheureusement, on n'a pas assisté à une solide campagne de la part du candidat de la CEMAC. Et dans un univers où, comme je l'ai dit, la BAD aujourd'hui a besoin de mobiliser l'argent.
On peut ne pas l'apprécier, Adesina, mais on ne peut pas lui refuser d'avoir tapé les portes. Adesina, partout où il allait, il disait « On a besoin d'argent pour l'Afrique. On a besoin d'argent pour l'Afrique. » Il a organisé un forum sur le financement. Il était le président en guerre. Il était under the siege, comme on dit en anglais. Il tapait toutes les portes. Il faut ce type de président. Abbas-Toli n'est pas ce type. C'est un bon technocrate qui a fait ses preuves. Quand il a dirigé, oui, il a été ministre au Tchad. Il a surtout géré la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Il a eu de bons scores, mais il n'est pas vraiment connu dans cet espace où il faut quelqu'un qu'on voit et qui a du charisme. Monsieur Roth, c'est un bon technocrate. Le candidat sénégalais. Le candidat sénégalais, très bon technocrate. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé à la BAD. C'est un artisan de ce que la BAD est aujourd'hui. Il a beaucoup contribué. Il a un certain nombre de soutiens. Je pense qu'il est bien soutenu par son pays. Je pense aussi que, logiquement, malgré le fait qu'il ait appartenu à un gouvernement qui n'est pas le même aujourd'hui. Il semble que la question soit posée à Dakar dans le cadre d'une espèce de purge de tout ce qui est ancien système. Mais il y a même en guerre, même dans les batailles, il y a des coups. Vous savez, c'est la boxe. La boxe vous donne le droit de donner des coups sur le visage. Mais vous n'avez pas le droit de boxer en dessous de la ceinture. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas aller jusque-là, les Sénégalais. Donc, ils sont un peu obligés de soutenir. Et d'ailleurs, pareil pour Ouattara. Ouattara est un peu obligé de soutenir, d'une certaine manière, s'il a le choix, de soutenir le candidat de l'UEMOA. Il a un peu dans les pays. Le candidat sénégalais, donc. Voilà, le candidat sénégalais. Sauf que le candidat sénégalais, c'est pas forcément sûr qu'il aura toutes les voix de l'Afrique centrale. En Afrique centrale, c'est sûr qu'ils seront divisés. Il y en a ceux qui n'étaient pas forcément favorables à ce que Abbas-Toli soit le candidat. Okay? Donc le Tchad, particulièrement, va voter certainement pour Abbas-Toli, mais d'autres pays, on ne sait pas. La RDC, dans l'Afrique centrale, est un pays francophone. Mais c'est compliqué. Il n'appartient pas à la CEMAC. La RDC appartient, oui. Et la RDC est plus proche de la Zambie. De toutes les façons, les problèmes que la RDC a, il les gère avec la Zambie, il les gère avec beaucoup de pays anglophones. Y compris l'Afrique du Sud, d'ailleurs. Il les gère avec l'Afrique du Sud, il les gère avec l'Ouganda, il les gère avec le Kenya, et il les gère pas avec les pays de la CEMAC. Donc, logiquement, si la RDC doit soutenir un candidat, ça devrait être le candidat de la Zambie. En plus, le candidat de la Zambie peut être l'alternative dans le choix des Américains, deuxième actionnaire. Pourquoi? Parce que les Américains sont un peu en bresbille avec les Sud-Africains pour cette affaire de génocide. On peut en parler. Des Africains, des génocides présumés, parce que les preuves visiblement ont été contestées. Et puis si on devait faire la compétition des mémoires, peut-être que le génocide fait pendant l'apartheid. Tout un débat qu'on fera certainement dans un autre contexte sur New World TV. Et du coup, par contre, l'Afrique du Sud est consentante, y compris la Zambie, que si l'un des deux candidats passe, les uns vont soutenir les autres. Donc, maintenant tu demandes mon pronostic. Au regard de tout ça, il me semble que tout au plus ça va se jouer entre Amadou Hott et le Zambien. En tout cas, un des candidats de l'Afrique australe. Et comme les anglophones sont dominants, peut-être que le Zambien a des chances. Après, il faut aussi dire que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de petits actionnaires là. Le Luxembourg, les Pays-Bas, il y a pas mal de petits actionnaires là qui détiennent 40% des droits de vote dans le cadre de cette élection. Il faudra être capable aussi de les convaincre. Est-ce que la Chine pourrait être un élément perturbateur ou décisif dans le choix du président de la Banque africaine de développement au regard du bras de fer avec les Américains? Ça ne rentre pas dans le cadre de la stratégie chinoise. Les Chinois n'ont pas eu besoin de conquérir la BAD
pour devenir le premier acteur économique en Afrique. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils ont leur propre mécanisme, ils ont leur propre forum à Chine-Afrique dans lequel ils promettent de donner 50 milliards. Je rappelle que 50 milliards, c'est beaucoup plus que le capital aujourd'hui qui est souscrit pour le compte de la BAD. Donc, ils ont des moyens concrets. Ils sont aujourd'hui le premier créancier bilatéral de beaucoup de pays africains. Donc, ils n'ont pas forcément besoin. Ils ne passent par la BAD, je pense, que pour avoir l'information. Parce que être dans le cadre de la BAD permet d'avoir l'information. Les Chinois ont une stratégie complètement différente. Les Américains sont dans la BAD pour maintenir leur niveau d'influence. Ou alors la France, ou alors d'autres pays. Ils veulent pas être absents d'une zone d'un terrain d'influence. Mais les Chinois sont davantage présents dans le cadre de l'information parce qu'ils ont leur propre mécanisme d'influence qui jusqu'aujourd'hui a très bien marché. Et si les Américains, avec Donald Trump, décident finalement soit de diminuer leur contribution, soit d'annuler leur participation au financement de la BAD, quelle influence cela pourra avoir sur la vie de l'institution? Oui, ça va être assez compliqué. Parce que la perte de confiance des États-Unis peut déjà impacter la note du profil créancier, du profil débiteur. Mais là, c'est le triple A. Voilà, là, c'est le triple A. Donc, c'est pour ça que je disais aussi que le vote américain va être décisif. Et je pense qu'un pays comme la RDC, qui aujourd'hui est en train de négocier beaucoup de choses avec les États-Unis, risque plutôt de suivre. Bon, la RDC, c'est un petit pays, mais bon, en termes de droit de vote, mais il risque de suivre le vote américain, tout comme voilà. Bon, les Américains vont jouer un rôle décisif parce qu'ils détiennent les clés du triple A de la BAD, quoi. Parce que les Big Five, comme on dit, sont tous américains en termes d'agence de notation. Bon, je ne sais pas si le gouvernement américain a une influence directe sur les Big Five. Je crois que les Big Five sont plus influencés par le secteur financier américain que par les autorités américaines. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que les Big Five ont des métriques que je peux contester, hein, je veux dire, dans un autre cadre. Mais ils ont des métriques qui font que si tu perds le soutien d'un acteur comme les États-Unis, on estime que il y a une déficience structurelle parce que les États-Unis, c'est quand même un actionnaire, surtout que la France, qui est aussi un actionnaire important, n'a plus vraiment son triple A et que le Japon aussi, je pense, est en observation par les agences de notation parce qu'elle a une dette sur PIB qui dépasse toute l'imagination mondiale et que le Japon aussi n'a plus forcément le niveau de triple A. Donc, du coup, le pays aujourd'hui qui a un triple A, qui est deuxième actionnaire, c'est les États-Unis et c'est pas les 9,8% des parts du Nigeria qui feront la différence parce que le Nigeria fait face à des défis réels et voilà. Et puis c'est pas le Nigeria qui peut soutenir les fonds propres de la BAD si la BAD avait des problèmes. Vous êtes optimiste par rapport à la vie de la BAD, par rapport à la contribution de la BAD au développement de l'Afrique dans les prochaines années? Personne n'est indispensable. On est tous des serviteurs passagers d'un monde beaucoup trop vieux pour nous qui sommes encore trop jeunes. Donc personne n'est indispensable. En 64, quand on créait la BAD, certainement ceux qui l'ont imaginé avaient l'impression que la BAD ne pouvait pas fonctionner sans eux. Mais la BAD s'est transformée depuis. La BAD a eu de nombreux dirigeants. Moi, j'ai connu un ancien dirigeant, Donald Kaberuka. Je n'imaginais pas quelqu'un d'autre être président de la BAD. Je trouvais Kaberuka, vous savez, c'était quelqu'un d'assez sanguin. Il saluait tout le monde. Il était plutôt quelqu'un de très convivial, très sympa. On a eu Adesina qui a eu son style. Adesina, il y a des choses comme tout le monde hein, qu'on peut lui reprocher. Mais il a aussi beaucoup de choses qu'il a faites qui sont pas mal. Hein. Il a mis le doigt sur les priorités de l'Afrique. Il a défini à peu près les priorités en matière de développement. Et au top des priorités, il a rappelé que il faut qu'on se nourrisse nous-mêmes. Il faut qu'on puisse circuler sur notre continent. Il faut construire des routes. Il faut construire des ponts. Et il faut qu'on puisse avoir notre propre énergie. Il a financé des projets énergétiques. Il faut qu'on puisse se loger. Il a financé des projets en matière de logement. Donc, je pense que Adesina a apporté sa touche, mais certainement, il y en a qui pensent qu'on peut faire encore mieux. Et je pense que le Zambien, par exemple, je parle beaucoup de lui parce que j'ai vraiment l'impression que le Zambien passera. J'espère que je ne me serai pas trompé. Je pense que le Zambien, qui a aussi une grande expérience de la Banque mondiale,
C'est aussi une des raisons pour lesquelles les États-Unis peuvent le supporter. Je pense qu'il sera aussi quelqu'un de très intéressant parce qu'à la Banque mondiale, il a travaillé avec des solides équipes douées en matière de développement. Et puis la Banque mondiale, au-delà de tout, est aujourd'hui une banque de savoir et non pas une banque juste de financement des infrastructures. Donc oui, je pense que la BAD a un avenir. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, même avec Adesina, la BAD aurait progressé. Donc rien qu'en appliquant ce qu'Adesina a laissé, le successeur de la BAD peut faire progresser la BAD. Donc maintenant, s'il y ajoute sa propre intelligence, certainement, il peut faire accélérer la progression de la BAD. Et le fait qu'il y ait cette limitation de mandat à 2, pas plus, à la tête de la Banque africaine de développement, pour vous, c'est quelque chose de bien? C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, maximum, vous n'avez plus le droit de vous présenter. La question de la limitation des mandats est une question complexe. Elle est complexe. Mais une chose qui est vraie, c'est que une personne qui est dévouée à la totalité de ses capacités ne peut durer autant à la tête d'une institution sans créer la procrastination. La Procrastination. Voilà. Oui. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas réduire À un mandat ou à... un mandat et fixer le rôle du président de la BAD, non pas à réorganiser la vision de la BAD, mais plutôt à mettre en œuvre une vision de la BAD qui est arrêtée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Adesina hier. Nous avons arrêté un projet de la Banque africaine de développement jusqu'en 2033. Alors, est-ce qu'il est intelligent? Et d'ailleurs, on revient à la question. Est-ce qu'il est intelligent pour le prochain président de venir dire non, 318 milliards, c'est exagéré. Nous allons réduire le capital possible à 200 milliards. Est-ce que ce serait cohérent? Non. Vous voyez un peu. Donc, du coup, le mandat ne devrait pas être un problème si les objectifs, si la mission, si on recrute un président, si on vote un président de la BAD, comme on recrute un directeur général de société. Les actionnaires gardent le contrôle sur la vision, sur l'ambition, et le président ou le CEO ou tout ce qu'on veut, il vient simplement exécuter de la meilleure des manières possibles le plan des actionnaires et des propriétaires réels de l'institution. Et de ce point de vue, effectivement, 2 mandats, il me semble que ce soit largement suffisant. Merci beaucoup, Lucien. Merci, c'est un plaisir d'être sur cette chaîne télé que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir et j'espère qu'on aura contribué à éclairer nos collègues africains sur les enjeux de ce qui leur appartient à la BAD. Parce que malheureusement, la BAD peine à être une institution du peuple. Alors que beaucoup de gens aujourd'hui traversent sur des infrastructures qui ont été construites par cette BAD. C'est vraiment un plaisir. Non, mais quand vous parlez de structures que l'on a du mal à comprendre, ça me rappelle un peu la CEDEAO qui voulait également être la CEDEAO des peuples, mais qui n'y est pas encore arrivée. Espérons que cela arrive dans les prochaines années, à la fois pour la CEDEAO et pour la Banque africaine de développement. On l'espère en effet. Merci beaucoup, encore une fois. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À bientôt.